Isabelle à me rejoindre, d'Engie. Alors je suis désolée parce que normalement il aurait dû avoir Virginie, mais vous pouvez applaudir Isabelle, pardon. Donc normalement j'aurais dû avoir aussi Virginie du groupe SPI Batignolles, mais malheureusement elle m'a prévenu il y a juste avant que le Uptalk démarre qu'elle avait une urgence à gérer. Donc on va faire une interview du coup d'Isabelle et qui a plein de choses à nous raconter. Alors déjà première question, qu'est-ce qui te fait réagir là depuis le début de ce Uptalk? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent? Oui, alors je noterai 3 points en particulier. Le premier, c'est que j'ai observé avec attention dans le premier nuage de mots la montée en puissance du mot sens. On l'a revu après, mais il a commencé tout petit et puis très vite il est monté. Et alors, ça fait le lien avec mon deuxième point de ce que je retiens, c'est que chez Engie, je vais faire la promo de ma boîte, je suis désolé, j'en suis fier. Du coup, je vais pouvoir vous le raconter, mais on a une vraie mise en pratique en fait de l'ensemble des éléments qu'on a pu voir, et en particulier de ce que racontait Olivier. Et donc ça me fait plaisir de le partager, puis ça donne un peu de fierté, parce que je ne sais pas si c'est le monde RH ou quoi, mais on est plutôt humble en général, et on est plutôt critique de ce qu'on fait. Et discret. Et discret. Trop petit. Et effectivement, on se dit régulièrement qu'il faut faire savoir ce qu'on fait. Et donc du coup, je me dis, mince, on fait finalement plein de choses. Et puis le troisième point, c'est quelque chose que j'ai très peu vu, c'est la data. Mais la data dans le terme de qualité de la data. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans la data avant, mais pas dans les RH. Et c'est le point clé, me semble-t-il, des années à venir. Tant qu'on n'aura pas un socle de data performant, eh ben, on ne pourra rien faire. On peut rêver sur l'intelligence artificielle, on peut rêver sur plein de choses, mais il faut qu'on se mette sur ce chantier d'amélioration de la connaissance des collaborateurs pour pouvoir réellement faire quelque chose. Alors je rebondis sur effectivement ton parcours avant d'arriver au RH, puisque ça fait que quelques mois que tu es au RH chez Engie. Ça fait un peu plus d'1 an, ouais. Voilà, un peu plus d'1 an, pardon. Et du coup de savoir, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au RH, et quel périmètre aujourd'hui d'intervention tu as, peut-être un peu atypique chez Engie, pour remplir cette mission? Alors effectivement, ça fait presque 30 ans que je suis en activité professionnelle. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la clientèle. Et puis, on va dire, ces 10 dernières années, je me suis occupé de compteurs communicants. Donc j'étais en charge chez GRDF, filiale d'Engie, du projet des compteurs communicants gaz. Vous avez tous certainement entendu parler de Linky. C'est l'équivalent en élec. Vous n'avez pas entendu parler de Gaspard. Eh bien, c'est normal. Parce qu'on l'a bien géré et qu'on l'a bien accompagné et qu'on l'a bien conduit. Aujourd'hui, il y a 4 millions de compteurs gaz qui sont déployés, etc. Et après, j'ai travaillé sur les données de consommation, et donc je me suis familiarisé avec la gestion de la data, du big data et des grands nombres de données. Et puis, j'ai eu la chance, donc il y a un peu plus d'1 an, d'être interpellé par la responsable du développement des talents d'Engie, qui m'a proposé de venir la rejoindre pour apporter mes compétences de gestion de projet dans la RH. Parce que j'ai pu constater que ce n'était pas forcément le domaine d'expertise fort du volet de la fonction RH. Donc aujourd'hui, je travaille chez Engie dans la direction du développement des talents, de la marque employeur et de l'innovation RH, qui sont 3 sujets qui vont très bien ensemble. Et j'ai en charge en particulier donc l'innovation RH, ce qui me vaut d'être avec vous ce soir. L'enquête d'engagement des collaborateurs d'Engie, donc je suis aussi très sensible à tout ce qui a été dit sur l'engagement des collaborateurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis je travaille aussi sur la data des talents et l'ensemble de l'amélioration des processus liés à la gestion des talents. Alors particulièrement chez Engie, et raconte-nous pourquoi, vous avez des facteurs clés de succès qui font que l'innovation RH a vraiment sa place. Et ensuite on parlera de plein de projets concrets. Alors avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste vous raconter ce que vit Engie aujourd'hui. Engie, depuis 2016, a à sa tête la seule femme du CAC 40 qui s'appelle Isabelle Cocher et qui a, avec son COMEX, transformé complètement l'entreprise et décidé de changer sa stratégie à 180 degrés. Nous sommes un monde de l'énergie, enfin une entreprise de l'énergie lourde. Et l'ambition qui a été fixée, qui a été réaffirmée en début d'année 2019, c'est la transition zéro carbone. Nous voulons être le leader mondial de la transition zéro carbone. Ce qui veut dire pour l'ensemble des activités que nous passons d'une activité industrielle à une activité de service, et que pour les 160 000 collaborateurs d'Engie, c'est une révolution majeure.
Une fois qu'on a affiché cette ambition-là, on change les organisations. Aujourd'hui, on a des projets de réorganisation dans un grand nombre de business units du groupe et qui représentent plus de la moitié des collaborateurs. Et puis, le troisième volet sur lequel il faut travailler, c'est le people. Et depuis quelques mois, Isabelle Cocher n'arrête pas de répéter « il faut qu'on travaille sur le people ». C'est ça qui nous permettra d'aller à la vitesse à laquelle on doit aller pour réussir notre transformation et délivrer la performance attendue. Et donc, derrière le people, on a l'ensemble des éléments qui vont nous permettre d'accélérer, d'individualiser, de faire en sorte que les collaborateurs se retrouvent, chacun avec leur diversité, dans une transformation globale. Donc les facteurs clés de succès qu'on va mettre autour de ça, je vais les résumer avec les piliers de l'ambition RH qu'on a définis en début d'année. On a le développement des compétences. Comment est-ce qu'on va travailler à faire que 85% des collaborateurs seront formés d'ici 2022, 100% d'ici 2030, chaque année. Comment on fait pour lancer des... Enfin, c'est pas comment on fait puisqu'on est en train de le faire, mais lancer des programmes de développement des talents pour faire en sorte qu'ils travaillent sur leurs soft skills, qu'ils changent leur comportement de manager, de leader, et qu'ils puissent accompagner cette transformation-là. Le deuxième pilier de l'ambition RH, c'est le leadership. Donc là, on va continuer sur ces questions de talent et d'organisation de l'ensemble des top talents du groupe. Et puis le troisième volet, c'est la culture. Parce qu'à un moment donné, il faut démontrer aussi dans la culture du groupe que l'ambition n'est pas que dans les mots. Et donc, on l'a discuté tout à l'heure un petit peu. On parle beaucoup chez Engie de walk the talk, de marcher comme on parle, de démontrer ce que l'on dit. Et donc, notamment sur tout ce qui est action autour de la RSE, d'investissement d'Engie dans un ensemble d'actions à l'extérieur, d'encourager les collaborateurs à participer à des actions caritatives, etc. On est complètement là-dedans. Et comment est-ce qu'on vit au quotidien le zéro carbone transition ? Alors moi, le projet phare que je trouve hyper avancé chez Engie depuis 2 ans, c'est SkillLib, qui est une plateforme de partage de compétences. On pourrait dire on avait trouvé ça avec Virginie Verdière qui porte le projet, une solution de mobilité temporaire. Et je te laisse nous en parler. Alors, SkillLib, effectivement, c'est quasiment un projet d'intrapreneuriat et ça nous interroge beaucoup sur notre capacité éventuelle à créer ce genre de projet, à les porter et à aider à ce qu'ils se développent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un porteur de projet qui est très investi et qui porte vraiment le développement du projet. On se rend compte qu'au sein du grand groupe, c'est compliqué, qu'il faut vraiment se battre. Mais bon, je reviens sur SkillLib. Donc l'objectif, c'est au travers d'une application digitale, effectivement, de favoriser des échanges de compétences entre des gens qui, ponctuellement, dans leur parcours professionnel, peuvent trouver une disponibilité ou une envie d'aller faire quelque chose, et puis des managers qui ont des besoins de mission et qui ont besoin d'un appui pour quelques semaines à quelques mois. Et donc, je cherche un chef de projet pour mener telle chose, et je vais chercher une compétence au sein du groupe. Et aujourd'hui, on a quelques milliers de jours qui ont été échangés comme ça, que les managers seraient allés certainement chercher à l'externe avec des consultants. Donc, pardon pour les consultants qui sont dans la salle. On fait des économies. Et puis surtout, on développe des compétences. Ça permet d'expérimenter des nouvelles activités, de découvrir des nouvelles entités du groupe et donc de pouvoir ensuite transformer avec des emplois complets. On se rend compte que SkillLib, qui était parti sur ce sujet-là, est en train d'évoluer fortement pour accompagner des entités qui sont plutôt en décroissance d'activité et aider les collaborateurs à se reconvertir, pour gérer des activités d'équipe autour de l'innovation digitale qui ne fonctionnent que par projet, et donc staffer des chefs de projet de cette manière-là. Et donc, quand on tire la pelote, on se rend compte qu'on va arriver sur les slashers et sur le fait qu'il faudra gérer d'autres modes de contrat au sein de l'entreprise, parce qu'il y a des gens qui seront très contents de venir bosser pour 6 mois à tel endroit, pour 2 ans à tel autre, et qui ne voudront plus du tout être attachés à une entité, une organisation, etc. Et potentiellement
peut-être un espoir que cette plateforme s'ouvre aussi à d'autres entreprises externes pour qu'on puisse aussi se lâcher entre entreprises qui seraient partenaires, en tous les cas, d'une plateforme à suivre, à faire à suivre. Absolument. Autre sujet, alors on le voyait dans la partie socio-coach de la matrice BEST, l'intelligence collective. Comment vous travaillez sur l'intelligence collective et comment vous la portez en interne ? Alors effectivement, c'est aussi un des facteurs d'engagement, c'est de faire de plus en plus de choses ensemble. J'ai 3 exemples à partager avec vous. Le premier, c'est qu'on organise en 2019 14 journées qu'on appelle des Living Labs, qui sont des journées qui réunissent une centaine de personnes, 50% de l'entreprise, 50% de l'externe, sur des thématiques particulières. Soit des thématiques business, il y en a une il n'y a pas trop longtemps sur le rôle d'Engie dans la silver economy. Le lien entre l'énergie et la silver economy n'est pas forcément facile à faire comme ça, mais on a plein de choses. Et donc, une journée de travail collectif, ça nous donne un plan d'action. Le dernier qui a été fait, c'est sur les nouvelles manières d'apprendre, New Ways of Learning. Et donc là aussi, on a quelques bonnes idées qui émergent de ce type de journée. Deuxième sujet qui a une ambition peut-être un peu plus importante, c'est ce qu'on appelle Engie School. Engie, c'est 160 000 collaborateurs, 100 000 techniciens, partout dans le monde. On s'est rendu compte qu'on avait 13 écoles qui, dans les différentes entités du groupe, qui ne se parlaient pas évidemment, on avait des supports de formation, des parcours de formation qui avaient été travaillés, retravaillés, pour des techniciens qui ont des compétences parfois assez similaires. Et donc on a décidé de les mettre en réseau, de partager les parcours de formation et de capitaliser sur ça et de faire en sorte qu'on puisse partager au niveau mondial l'ensemble de ces travaux, recherches et évolutions, puisque les activités des techniciens évoluent très vite et qu'on rationalise en faisant ça. Le troisième sujet, je l'ai oublié, mais je l'ai noté quelque part, c'était l'ambassadorat. Là aussi, on se rend compte que les managers ne peuvent pas être partout et qu'on a besoin de relais humains pour porter l'ensemble des transformations qui arrivent. Et donc, on développe de plus en plus des systèmes d'ambassadorat, le plus emblématique étant les ambassadeurs techniciens, où on a un réseau aujourd'hui de 200 ambassadeurs, dans quelques mois de 500 ambassadeurs, par rapport aux 100 000 techniciens, qui montrent les parcours qui peuvent être faits, qui sont des relais majeurs sur le recrutement, puisqu'on a c'est une activité en tension extrême sur le recrutement, donc qui sont capables d'aller représenter leur métier à l'externe, de faire venir leurs pairs, et c'est quelque chose qui favorise grandement la circulation de motivation au sein des équipes. Alors pour conclure, avant quelques questions, je l'espère, parle-nous des trophées Innovation RH, parce que je crois que tu as dépouillé pas mal de dossiers ces dernières semaines. Oui, alors on a lancé en fait, parce que la fonction RH, elle a aussi besoin dans cette transformation-là d'évoluer. Donc on a une direction de la transfo RH qui s'est lancée au sein de la DRH, et puis pour animer ça, on s'est dit qu'il fallait faire autre chose, et donc on a décidé de lancer des trophées de l'innovation RH en quelques mois, à l'arrache, comme on dit. Et puis on a été surpris parce qu'en fait, on s'attendait à une soixantaine de dossiers, on en a 134, et venant de l'ensemble des équipes mondiales qui ont énormément besoin de reconnaissance et de valoriser ce qu'ils font, et puis qui ont aussi l'envie de partager des bonnes pratiques et de savoir ce qui se fait ailleurs. Et on s'est rendu compte avec ces trophées qu'on a des vrais sujets de capacité d'appropriation de ce qui se fait de bien et de capacité de réplication. Et donc, alors parmi les sujets qu'on a pu voir, il y en a beaucoup sur le recrutement, et notamment quelques-uns qui j'espère iront jusqu'au final sur le recrutement entre pairs. On a même une BU qui recrute ses managers par les collaborateurs. Après, on a du recrutement vidéo, on a des choses comme ça. On a des choses autour du feedback, l'évolution du feedback, et on a des vrais sujets culturels là-dessus, parce qu'on a l'Amérique latine qui a développé cette application-là, et donc qui utilise un outil, mais on se rend compte que culturellement, ils sont prêts à ça, en fait. Ils savent écrire,
ce qu'ils veulent dire aux gens. Et qu'en France, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt à se le dire, on n'est pas prêt à se l'écrire. Et donc, les Sud-Américains ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas adapter leur application. Mais voilà, donc on se rend compte de ce type de choses-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les super innovations ? Beaucoup de choses autour de la RSE et de managers qui entraînent leurs équipes avec l'appui des RH sur des projets communs d'accompagnement d'entreprises d'insertion, de Noël des déshérités, de choses comme ça, pour donner du sens et globalement, finalement, pas mal de dossiers autour de l'engagement des collaborateurs. Bon, bah, bravo pour tout ça. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelques questions pour Isabelle ? Oui. Bonsoir, merci, c'était très intéressant. J'avais une question par rapport on va dire à la plateformisation des activités, des supports que vous mettez à disposition des salariés. Comment s'équilibre en fait le rôle des collaborateurs, des managers et des RH ? C'est-à-dire, est-ce que vous autonomisez les collaborateurs ? Est-ce que vos managers ils sont proactifs pour vous relayer la partie RH ? Et quelle est l'implication de la RH ? Alors, oui. Tout dépend des sujets. Enfin, la question est difficile à répondre globalement, mais je pense que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers une autonomisation des collaborateurs sur des questions basiques. Et donc, on développe des portails communs sur l'ensemble de la relation de base. Et après, l'objectif est de travailler sur un rôle du manager coach qui soit plus dans l'accompagnement du développement de ses équipes et avoir un RH expert en appui, plus en anticipation, plus en capacité de prévoir aux côtés du business les besoins futurs, l'évolution des compétences, l'évolution des organisations et de travailler vraiment en tant que business partner. Je rajouterais peut-être que sur Skillib, parce que c'est un des points sur lesquels Virginie a eu quelques petites luttes internes, parce que le projet Skillib n'est pas sorti comme ça du jour au lendemain. Et notamment, un des sujets sur lesquels elle s'est battue, c'est le fait de laisser le collaborateur déclarer lui-même ses compétences sans validation, ni managériale, ni RH. Voilà. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire on veut que les collaborateurs deviennent plus responsables, plus autonomes, et de l'autre côté leur dire ah bah non, on ne fait pas confiance en revanche pour déclarer tes compétences. Donc voilà, ça a posé ce sujet-là, notamment ce projet. Merci beaucoup Mira Briganti, je suis une ancienne d'Engie, donc le monde est petit. Je connais bien Virginie également, donc c'était un super projet. Moi, ma question était plutôt sur les compétences des managers par rapport aux responsabilités de RSE. Comment ils s'engageaient dans cette voie-là. On sait très bien que les digital natives sont extrêmement sensibles sur ces thématiques-là. Il y a de plus en plus de dimensions, de plus en plus de projets sur la partie écologique et éthique dans l'entreprise. Est-ce que les managers évoluent aussi vite que les collaborateurs que vous avez dans votre organisation ? Ben non, enfin, pas forcément. Je pense que les managers, ils sont largement pris en sandwich par les incohérences qui restent encore dans la volonté de transformation et la réalité du terrain et les moyens qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'appuie beaucoup sur ceux qui sont déjà convertis et qui avancent. On a une business unit qui est déjà dans l'holacratie, avec plus ou moins de résultats et on peut contester la démarche, mais il y a plein de choses qui se tentent et c'est la force du réseau d'Engie que de permettre ce genre d'initiative-là. L'effort qu'on a à faire maintenant, c'est de faire connaître, d'expliquer ce qui se fait et de laisser aux autres le choix d'y aller ou pas, quelque part, et plutôt de leur donner envie d'y aller en leur montrant qu'il y en a qui réussissent. Et on est plutôt sur des discours autour des rôles modèles, notamment, alors on a un grand sujet sur la place des femmes, évidemment, même si Isabelle Kocher est là, ça suffit pas largement. Et donc, on a plein de sujets. Donc, comment est-ce qu'on parle des belles choses plutôt que de se morfondre sur les trucs qui ne fonctionnent pas ? Bon, merci. Dernière question et après. Une petite dernière pour le plaisir. Comment réagissent les anciens, je ne vais pas dire les mecs, parce que je pense que voilà, ça devait être quand même très masculin à l'époque. Donc, c'est une grosse transformation. Comment ils réagissent ?
c'est pas une question d'âge, en fait. Oui. C'est vraiment une question de personnalité et une question d'environnement. Si on est dans une bonne dynamique et si l'équipe arrive à prendre en compte l'ensemble des composantes de l'équipe, et donc chacun avec son rythme d'acceptation du changement, et ben, ça fonctionne très bien. On a un sujet sur le digital, mais pas forcément que sur les plus anciens non plus. Et puis, on est en train de dépouiller l'enquête d'engagement qui vient de sortir. On a des gens qui sont tellement passionnés par l'aventure, par l'ambition du groupe, par la stratégie du groupe, le zéro carbone transition, on y croit, on a envie d'y aller, et du coup, on est prêt à dépasser les montagnes pour ça, quoi. Donc, alors tout en haut, les dirigeants, ils sont pour le coup très alignés avec la stratégie du groupe. Il y a eu un certain nombre de départs, bien évidemment. On se rend compte que quand on porte des valeurs aussi fortes, on a tout un tas de gens qui n'adhèrent pas. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de leur expliquer que peut-être qu'il faut qu'ils trouvent un endroit où ils adhéreront plus aux valeurs. On a nos 25% de désengagés, on doit être à 22 ou 23%. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est de leur dire que sûrement qu'ils trouveront un meilleur endroit ailleurs. Mais par contre, l'enjeu pour nous, c'est de recruter des gens qui ont envie de vivre cette aventure-là et de participer à cette ambition-là. Et on fait 18 000 embauches chaque année, et donc on a des vrais sujets sur ces volets-là. C'est bien, ça fait la parfaite transition avec Indeed. Merci Isabelle.